commencer, il faut que vous sachiez quelque chose sur le silence. Il existe plusieurs sortes de silence. Il y a le silence du soir, celui qui descend quand la maison se referme sur elle-même et que les bruits du jour s'éloignent comme une marée. Il y a le silence du deuil, épais et lourd, qui pèse sur la poitrine comme une pierre. Et puis il y a un troisième silence, celui que l'on porte parce qu'on nous l'a demandé, celui que l'on garde des années entières, serré entre les dents, même quand il brûle. Ce silence-là n'est pas une absence, c'est une promesse. Et les promesses faites dans la neige ont une nature particulière. Elles ne fondent pas. C'est l'histoire d'un homme qui fit une telle promesse. Il s'appelait Minokichi. Il vivait dans la province de Musashi, à une époque où les hivers étaient longs et où certaines nuits, dans la tempête, quelque chose marchait entre les arbres. Les anciens du Japon savaient encore une chose que nous avons oubliée, que la forêt n'est pas un simple assemblage d'arbres, que la montagne n'est pas une simple masse de pierres, et que la neige, parfois, a un visage. On l'appelle Yuki Onna, la femme des neiges. Dans ce village vivait un vieux bûcheron qui s'appelait Mosaku. C'était un homme de peu de mots. Ses mains portaient la mémoire de 50 hivers de travail, des mains épaisses et fendillées, qui savaient te tenir une hache et allumer un feu, même quand le vent soufflait fort. Avec lui travaillait son apprenti, un jeune homme de 18 ans qui s'appelait Minokichi. Minokichi était tout ce que Mosaku n'était plus. Jeune, souple, il riait facilement, et ses yeux cherchaient encore à comprendre le monde plutôt qu'à simplement le traverser. Chaque matin, les deux hommes partaient ensemble vers la forêt. Ils abattaient les arbres que le village leur demandait. Ils liaient le bois en fagots. Et le soir, ils rentraient par le même chemin, les épaules lourdes, les pieds familiers des ornières et des pierres. Entre la forêt et le village coulait une rivière. Pour la traverser, il y avait un passeur et son bac. Mais par les nuits de grand froid, quand la rivière gelait et que le bac ne pouvait plus manœuvrer, les bûcherons dormaient dans la hutte du passeur, sur la rive opposée. C'était une habitude ancienne, une de ces choses que l'on fait sans y penser, parce qu'elles ont toujours été faites ainsi. Ce soir-là, en revenant de la forêt, les deux hommes sentirent le ciel changer. Il y a quelque chose dans l'air avant une tempête de neige, une pression particulière, un silence qui n'est pas ordinaire, comme si le monde retenait son souffle. Mosaku le reconnut. Il dit simplement « Nous ne traverserons pas ce soir ». Ils s'installèrent dans la hutte, déroulèrent leur couverture sur le sol de terre battue et s'endormirent en écoutant le vent qui gémissait contre les planches mal jointes. La tempête arriva dans la nuit. Minokichi fut réveillé par le froid, un froid qui n'était pas normal. Ce n'était pas le froid d'un hiver ordinaire, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qui descendait dans les os et ne demandait qu'à rester. Il ouvrit les yeux. La porte de la hutte était ouverte. Ou plutôt, elle avait été ouverte. Par quelque chose ou par quelqu'un. La neige entrait en tourbillon, et dans ce tourbillon, penché sur Mosaku, il y avait une femme. Elle était blanche d'une blancheur qui n'était pas celle de la neige, mais quelque chose au-delà. Sa peau, ses vêtements, ses longs cheveux noirs comme de l'encre mouillée qui tombaient sur ce blanc absolu. Elle soufflait sur le vieux bûcheron, et son souffle ressemblait à de la brume, ou à de la fumée, ou à rien de ce que Minokichi avait jamais vu. Mosaku ne bougea plus jamais. La femme se redressa. Elle se retourna vers Minokichi, et il la vit vraiment. Son visage était d'une beauté si absolue qu'on ne pouvait pas le regarder sans sentir quelque chose se briser à l'intérieur. Ce n'était pas de la douleur, c'était autre chose, comme quand on fixe une flamme trop longtemps et qu'on comprend soudain pourquoi les papillons de nuit font ce qu'ils font. Elle s'approcha de lui, elle se pencha. Son visage était si près que Minokichi sentit son souffle comme une lame de glace contre sa joue. Elle le regarda longuement, puis elle dit d'une voix très basse « J'allais te faire ce que j'ai fait au vieux. Mais je vois que tu es jeune, tu es presque un enfant encore, et je n'ai pas envie de toi cette nuit. » Elle se redressa lentement. « Mais écoute-moi bien, Minokichi. Si jamais tu parles de ce que tu as vu cette nuit, si tu dis à quiconque ce que je t'ai dit et ce que j'ai fait, alors je reviendrai. Et cette fois,
Tu ne seras plus assez jeune pour que je te laisse partir. » Elle sortit dans la tempête. Ou peut-être qu'elle devint la tempête. Minokichi ne le sut jamais. Il resta immobile jusqu'à l'aube, à écouter le vent, les dents serrées, les yeux ouverts dans le noir. Le lendemain matin, des villageois trouvèrent Mosaku mort de froid dans la hutte du passeur. Minokichi était vivant. Presque. Il avait les membres engourdis, et dans ses yeux quelque chose que les gens du village ne surent pas nommer. On parla du choc du froid. On dit que Mosaku avait dû mourir dans son sommeil, comme les vieux meurent parfois en hiver, doucement, sans souffrir. Minokichi ne dit rien. Il garda le silence qu'on lui avait demandé de garder. Les mois passèrent. Le printemps vint, puis l'été, puis l'automne, puis l'hiver revint. Et Minokichi travaillait seul dans la forêt, avec les gestes que Mosaku lui avait appris et le silence que la nuit dans la hutte lui avait laissé. Un après-midi, sur le chemin du retour, il croisa une jeune femme. Elle marchait seule et c'était inhabituel. Une femme seule sur ce chemin, à cette heure, en plein hiver. Il lui demanda où elle allait. Elle répondit qu'elle se rendait à la ville voisine, qu'elle n'avait plus de famille et qu'elle cherchait du travail. Elle s'appelait Oyuki, la neige. Minokichi ne remarqua pas tout de suite, ou peut-être qu'il remarqua et que quelque chose en lui choisit de ne pas regarder. Sa peau était très blanche, ses cheveux très noirs. Et quand elle sourit, il sentit quelque chose se déposer dans sa poitrine, quelque chose de calme et de grave à la fois, comme la neige qui tombe sur un lac immobile. Il lui proposa de s'abriter chez sa mère pour la nuit. Elle accepta. Oyuki resta. Elle était douce et attentionnée, et sa présence dans la maison avait quelque chose d'apaisant que Minokichi ne savait pas nommer. La mère de Minokichi l'aima tout de suite. Elle disait souvent « Je n'ai jamais vu une belle fille comme elle ». On dirait qu'elle n'appartient pas tout à fait à ce monde. Elle ne le disait pas comme une mise en garde. Elle le disait comme un compliment. Minokichi et Oyuki se marièrent au printemps suivant. Les années passèrent. Ils eurent des enfants, 10 enfants, dit le comte, beaux et vigoureux. La mère de Minokichi mourut paisiblement en tenant la main de sa belle-fille. Oyuki était une mère extraordinaire, patiente, toujours calme, jamais en colère. Les voisins la remarquaient. Ils disaient qu'elle ne vieillissait pas, ou si peu, et que ses traits restaient purs pour une femme qui avait eu 10 enfants et traversé autant d'hivers. Minokichi ne répondait pas à ces remarques. Il souriait. Il savait que sa femme était différente, sans savoir exactement de quelle façon, ou peut-être qu'il savait, et que sa connaissance restait là où elle devait rester, enfouie et silencieuse, au fond de lui. Les enfants grandissaient. La maison était chaude, et Minokichi, soir après soir, regardait Oyuki à la lueur d'une lampe et se disait que c'était suffisant, que c'était même plus que suffisant, et que peu d'hommes avaient eu la chance qu'il avait. Ce soir-là, les enfants dormaient tous. Minokichi était assis près de la lampe. Oyuki cousait. Il y avait dans la pièce ce silence particulier des maisons heureuses la nuit, ce silence plein qui n'a rien de vide. Minokichi regarda sa femme. La lumière de la lampe jouait sur ses traits, sur sa peau si blanche, sur ses cheveux si noirs, sur le calme absolu de son visage. Et quelque chose, sans prévenir, remonta. Peut-être que c'était le bonheur lui-même qui avait baissé sa garde. Peut-être que lorsqu'on est heureux depuis assez longtemps, on finit par croire que plus rien ne peut mal tourner, que les vieilles promesses appartiennent à un autre monde et à un autre soi. Trop jeune pour comprendre ce qu'il promettait. Minokichi dit « En te regardant ce soir, Oyuki, je pense à quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps, avant que je te rencontre. La seule femme que j'ai vue aussi belle que toi, c'était une apparition, une nuit de tempête, dans la hutte du passeur. Elle était blanche comme la neige, et elle avait les cheveux noirs. Elle était penchée sur Mosaku, et Mosaku ne respirait plus. Il continua. Il raconta tout. La porte ouverte, le souffle blanc, les yeux de la femme,
la menace, la promesse qu'il avait tenue toutes ces années, et la ressemblance, cette ressemblance troublante, entre la créature de la tempête et la femme qu'il avait devant lui. Quand il eut fini, il rit doucement, comme pour dissiper le malaise, et il dit « Ce n'était sans doute qu'un rêve ou un délire de froid. Je n'ai jamais su si je l'avais vraiment vu. » Oyuki posa son ouvrage. Elle se leva lentement, et quand elle se retourna vers son mari, son visage n'était plus tout à fait le même. Pas menaçant, pas violent, quelque chose de plus difficile encore, quelque chose de brisé. Elle dit, très bas, « C'était moi, Minokichi, c'était moi cette nuit-là. Et je t'avais dit ce qui arriverait si jamais tu parlais. Tu as parlé. » Elle le regarda longuement. « Mais tu as ces enfants, nos enfants, et c'est pour eux que je ne ferai pas ce que je devrais faire. Mais écoute-moi bien, Minokichi, si jamais tu n'es pas un bon père, si jamais tu leur fais du mal, je reviendrai, et tu sauras que je suis revenu. » Elle se retourna vers la porte. Elle l'ouvrit. Le froid entra. Minokichi voulut appeler son nom, mais il ne put pas. Quelque chose dans sa gorge s'était fermé, comme une main posée doucement sur ses lèvres. Oyuki s'avança dans la nuit, et peu à peu, dans la lumière blanche de la neige qui tombait, sa silhouette blanche sur la nuit blanche devint impossible à suivre. Puis il n'y eut plus rien, juste la neige et le vent et les enfants qui dormaient à l'intérieur. On dit qu'Oyuki ne revint jamais. Minokichi éleva ses 10 enfants seul. Il fut un bon père. Les gens du village disaient qu'il était devenu plus doux avec les années, plus attentif, comme si une partie de lui cherchait à mériter quelque chose ou à honorer quelqu'un. Il ne reparla jamais de cette nuit, ni de la hutte du passeur, ni d'Oyuki, ni de ce qu'il avait vu dans ses yeux au moment où elle était partie. Quelque chose qui ressemblait à du chagrin. Lafcadio-Hearn a recueilli ce conte à la fin du XIXe siècle dans la province de Musashi. Il ne l'a pas inventé, il l'a simplement noté tel qu'on le lui avait raconté. Et on le lui avait raconté parce que quelqu'un d'autre l'avait dit avant, et avant encore. Le conte a traversé les siècles comme la neige traverse la nuit, en silence, sans s'expliquer. On l'appelle Yuki Onna, la femme des neiges. Certains disent que c'est un esprit du froid, un yokai de montagne, une menace habillée de beauté. D'autres disent que c'est autre chose, une femme qui a aimé un homme, qui a choisi de vivre à ses côtés malgré tout, qui a eu des enfants avec lui et qui a souffert le jour où il a brisé la seule chose qu'elle lui avait demandée. Je ne vous dirai pas laquelle des deux versions est juste. Je vous pose plutôt cette question, à vous qui avez écouté jusqu'ici, dans l'obscurité. Minokichi a tenu sa promesse pendant des années entières de silence, et c'est au moment de son plus grand bonheur qu'il a craqué. Est-ce la peur qui l'a fait taire si longtemps, ou est-ce l'amour qui l'a finalement fait parler? Ce conte ne répond pas. Les bons contes ne répondent jamais. Il pose la question et vous laisse dedans, avec elle, pour toujours.